C'est suite à la rencontre métier sur les métiers de l'expertise et du conseil juridique que Christophe Bonnotte, maître de conférence à l'Université de Limoges et secrétaire général d'Europa, a invité Étienne Lefebvre et Vincent Vallat à nous dévoiler les clés de leur métier. Monsieur Vallat, vous êtes responsable de la division ressources humaines et formation professionnelle au sein de la direction régionale des finances publiques. Monsieur Lefebvre, vous êtes quant à vous responsable du service juridique du rectorat de l'Académie de Limoges. Même question à tous les deux. Pourriez-vous nous expliquer, nous présenter de manière succincte quelles sont l'étendue de vos missions, quelles sont les compétences que vous exercez, chacun à vos fonctions, au sein de la direction régionale des finances publiques, au sein du rectorat de l'Académie de Limoges? Monsieur Vallat, peut-être. Les ressources humaines, effectivement, la formation professionnelle ici, mais notamment en matière de ressources humaines, c'est effectivement de la règle juridique au quotidien, que ce soit pour moi ou pour mes équipes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une question RH se pose, est posée par un agent ou par l'équipe de direction d'ailleurs, c'est souvent qualifier le problème, voir quel est le régime. Nous sommes en pleine réforme des statuts. Les statuts de la fonction publique bougent, s'adaptent. De nouvelles règles de mutation, de nouvelles règles d'indemnisation, de rémunération. C'est des aspects qu'il faut qualifier. C'est préparer une réponse. Parfois, effectivement, adapter la règle, le contrainte locale, au cas de l'agent. Respecter les cadres, les procédures. Donc effectivement, c'est un travail de qualification au quotidien. C'est aussi un travail normatif, c'est un bien grand mot, mais le rôle d'une direction, c'est par le biais de notes, par le biais de consignes, de régir l'application du droit. En matière de ressources humaines, effectivement, nous sommes dans l'adaptation constante. Le droit pour répondre aux attentes des usagers, mais aussi le droit pour s'organiser. La formation professionnelle, par exemple, c'est elle qui organise les concours. S'il y a un domaine particulièrement juridique où nous devons appliquer à la lettre chaque règle, c'est bien l'organisation d'un concours. Avec là, ce coup-ci, peu d'interprétation et peu de marge de manœuvre. Donc effectivement, le droit, mais que ce soit le droit public ou le droit privé, c'est une approche au quotidien. Je ne parle pas de sujets un peu plus sévères, parce qu'on parle d'application, de répondre aux questions. Il y a aussi, nous sommes en droit de la fonction publique, toute la partie sanction quand ça ne va pas. C'est vrai, c'est qu'on a mal fait notre boulot en amont, c'est qu'on a peut-être été pas assez performant en amont, mais voilà un petit peu tous les aspects au quotidien des ressources humaines dans la fonction publique d'État, mais qui est relativement proche des autres fonctions publiques de ce point de vue-là. Un travail donc, si j'ai bien compris, à la fois de qualification, d'interprétation et de concrétisation de la règle juridique à une série de situations concrètes qui vous sont posées à vous dans le domaine des ressources humaines et de la formation professionnelle. Monsieur Lefebvre, vous vous retrouvez dans la présentation des caractéristiques du métier présenté par monsieur Vallat? Certainement, il y a un certain nombre de problématiques qui sont communes. Quand on évoque effectivement la question de la qualification juridique, quand on évoque le droit disciplinaire, je vais pour ma part développer un petit peu les missions du service juridique du rectorat, qui ont un aspect peut-être un petit peu particulier. La première mission à laquelle on ne pense peut-être pas, c'est le service juridique du rectorat exerce le contrôle de légalité des actes des lycées et des collèges. C'est un rôle qui est le rôle d'une autorité de tutelle, un petit peu comme le préfet exerce la tutelle administrative et de contrôle à des collectivités locales. C'est exactement le même rôle. Ça, c'est une activité importante donc, du service juridique. Donc ce contrôle, a une influence aussi sur la juridicité et la valeur des normes qui sont créées ensuite par les établissements publics locaux d'enseignement, les collèges et les lycées. L'autre fonction du service juridique, c'est un rôle de conseil, bien entendu, vis-à-vis donc non seulement des responsables des lycées et des collèges, mais aussi des différents responsables des services déconcentrés de l'éducation nationale. Donc on est amené effectivement à apporter des réponses à des questions juridiques qui se posent dans des domaines extrêmement différents, puisque les domaines juridiques qu'on peut rencontrer au sein de l'éducation nationale relève tant, du droit de la fonction publique que de la responsabilité
des membres de l'enseignement public qui relèvent dans certains cas du juge civil et des applications des articles du Code civil, mais aussi lorsqu'il s'agit de responsabilité administrative, donc du droit administratif, de la responsabilité administrative pour faute de service par exemple. Ensuite, l'autre mission du service juridique, c'est de gérer ce qu'on appelle la protection fonctionnelle des agents. Donc, pour mémoire, chaque agent a droit à la protection donc, de l'État lorsqu'il est victime d'outrage, d'agression. Là, c'est pareil, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle fait intervenir des notions, certes statutaires, mais également des notions de droit privé, notamment de droit pénal, parce que ça implique derrière qu'on suive l'avancement des procédures pénales dans le cadre de cette protection fonctionnelle. Et en dernier lieu, toujours un plan organisationnel, le service juridique gère tout ce qui est du domaine des délégations de signature. Alors c'est du détail, mais en même temps c'est fondamental puisque ça permet de sécuriser l'ensemble des actes produits par les services déconcentrés et d'éviter des annulations pour incompétence devant le juge administratif. Monsieur Vallat, Monsieur Leflaive, on a compris à chacune de vos interventions que ce qui faisait finalement la richesse de vos métiers, c'était à la fois la diversité des questions que vous êtes amenés à traiter et en même temps la diversité des champs disciplinaires sur lesquels vous intervenez, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un petit peu la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, on étudie matière par matière. C'est-à-dire, c'est la seule chose d'être pertinent, d'être efficace. Néanmoins, dans nos métiers, et plus particulièrement pour la RH, c'est un petit peu un mélange, et je dirais une suite des deux. Donc on n'est jamais à 100% compétent dans une matière, c'est l'intérêt de travailler en équipe aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la logique, effectivement. Une matière juridique, c'est une approche, un travail de qualification, j'en parlais tout à l'heure, une manière d'appréhender le dossier pour en faire le tour, et ensuite trouver les solutions, proposer les solutions. C'est des matières différentes. C'est vrai, mais elles ont quand même un point commun. Monsieur Leflaive, même ressenti? Alors tout à fait, ce qui fait que, effectivement, c'est pas parce qu'on est dans la fonction publique que l'expertise juridique doit nécessairement être axée sur le droit administratif, et ça je pense qu'on l'a bien illustré. Par contre, je voudrais insister sur un point qui et peut-être aller à l'encontre d'une opinion qui peut parfois être partagée, c'est que les étudiants peuvent avoir le sentiment, quand ils rentrent dans une fonction, justement, que tout s'apprend par l'expérience et par l'expérience professionnelle. Et je voudrais insister sur le fait que le bagage théorique, y compris dans les différents champs disciplinaires du droit qu'on utilise, est très important parce que le risque qu'on peut avoir dans le cœur du métier à répondre à des questions concrètes, c'est de perdre de vue les grands principes qui gouvernent telle ou telle matière. Et il y a un équilibre qui est très important à conserver lorsqu'on fait du conseil juridique et de l'expertise juridique, c'est de bien resituer une question, de la resituer dans un concept et des principes généraux du champ disciplinaire juridique concerné, pour ensuite redescendre au niveau de la question posée et pour proposer une solution ou un conseil opérationnel. Mais il y a bien cet aller-retour à maîtriser entre d'abord appréhender la question, ce qui demande effectivement une certaine ouverture d'esprit, c'est à comprendre les contingences de la question et de la personne qui les pose. Ensuite, remonter au principe pour ne pas en fait, faire de grandes erreurs finalement, et ensuite redescendre en fait, au sens de la question posée. En ayant toujours dans l'idée qui a posé la question, qui va prendre la décision, parce que notre rôle c'est certes d'analyser, mais de faire partager notre analyse. L'administration c'est un système hiérarchique, je pense c'est le cas de l'éducation nationale, c'est aussi le cas aux finances publiques. C'est certes bien comprendre la question, bien en faire le tour, mais être capable aussi de faire passer le message, de la présenter
à sa direction, aux décideurs, avec éventuellement différentes hypothèses possibles, et de bien faire redescendre ensuite le message avec l'explication. C'est certes de l'analyse, mais c'est aussi de la présentation, je dirais presque de la vulgarisation. Il y a le travail du spécialiste, et ensuite il y a le travail de vulgarisation. C'est pas nécessairement le plus facile. Et enfin, dernière question, Monsieur Vallat, Monsieur Leflaive, pourriez-vous nous expliquer de manière très succincte, là encore, quelles sont les qualités, les compétences qui sont attendues chez un candidat à un concours de la fonction publique d'État qui envisage de travailler sur des fonctions d'expertise et de conseil juridique? Alors effectivement, nous recrutons majoritairement, je dirais même à 99% par voie de concours, que ce soit concours d'agent public, agent administratif des finances publiques, contrôleur des finances publiques et inspecteur des finances publiques. Nous recrutons certes des juristes, pas uniquement, parce que ce qui fait la richesse du métier, c'est aussi les différences d'approche, donc avec des cursus scientifiques, des cursus littéraires, mais aussi des cursus juridiques, et il y a facilement un bon tiers des recrues qui ont ce cursus-là, à de degrés divers en termes de niveau d'études, selon le concours. Le profil juridique, ce qu'on attend, il y a des épreuves juridiques, droit administratif, droit privé, selon les concours. C'est effectivement la qualité de l'analyse, la rigueur du raisonnement. On revient à ce que nous exposions tout à l'heure, quelqu'un qui sait bien qualifier, qui sait ensuite bien le présenter et proposer. Donc, le travail de juriste pur et dur, le travail de qualification, mais ensuite il faut pouvoir vendre son produit. Et celui qui le vend le mieux à l'examinateur a plus de chance. L'expérience prouve que dans les services, parce que si on recrute, c'est pour avoir des équipes performantes, des équipes qui savent travailler ensemble au quotidien, c'est un mélange des juristes avec d'autres approches scientifiques qui ont leur qualité aussi. Mais la rigueur, c'est vrai, est très souvent du côté des juristes, qui pêchent un peu plus sur la manière de faire passer le message comparé aux autres matières. Donc la richesse des équipes, c'est la pluralité du recrutement, effectivement. Alors, naturellement, effectivement, une compétence juridique, c'est-à-dire une formation juridique de base, je pense qu'effectivement, un niveau licence maîtrise est intéressant de ce point de vue. Je pense aussi qu'on peut aussi commencer effectivement par une formation dans un autre domaine et passer effectivement par l'IPAG, à condition à mon avis d'avoir quand même 2 ou 3 ans effectivement ensuite de formation juridique, parce qu'il faut quand même un socle de formation important de ce point de vue. Outre, j'allais dire, cette formation initiale, il faut effectivement avoir une certaine ouverture d'esprit et peut-être avoir eu des expériences professionnelles autres ou via des stages, c'est-à-dire avoir été confronté, j'allais dire, à des situations peut-être de pure gestion de services. Ça c'est important, ça permet effectivement de l'empathie dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis éventuellement du gestionnaire, du responsable de service qui vous pose une question. Un élément peut-être auquel on ne pense pas trop, mais il faut être à l'aise avec la matière informatique et avec la bureautique. Les sources juridiques se sont énormément informatisées. Il y a énormément de choses qui sont disponibles sur Internet, donc un bon juriste doit être quelqu'un qui est capable de maîtriser l'ensemble de ses sources. On est passé, j'allais dire, d'une documentation stockée à une documentation en ligne, parce que à jour. Donc ça me paraît aussi très important, c'est-à-dire que un bon juriste doit aussi être à l'aise avec l'outil informatique, avec la gestion de bases de données juridiques. Ça, je crois que c'est très important. Voilà. Vincent Vallant et Étienne Leflaive, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très éclairante de la diversité, de la richesse des métiers de l'expertise et du conseil juridique dans la fonction publique d'État.